et le blessé pourra être évacué, grosse entorse. Des accidents comme celui-ci sont néanmoins rares. Les policiers peuvent se retirer. Tous les pogos ne sont pas aussi pacifiques. Ils permettent parfois de régler quelques comptes. Car cette tribune est loin d'être unie. Des associations officieuses tentent aussi d'y imposer leurs lois. Un représentant des commandos pirates nous demandera 30 000 francs pour s'expliquer à visage caché. Motif, aider 2 copains en fuite après les incidents contre Caen. Hors de prix pour les principes, nous ne saurons donc pas ce qui anime ces gens qui, au mieux, font fantasmer bien des jeunes. Tous ces supporters, dans leur diversité, se sont retrouvés en octobre avec les dirigeants, sans journalistes. Nous pourrons juste les voir installés dans une tribune, encadrés par un service d'ordre. L'état-major du PSG était lui sous une tente, sur le terrain, derrière les grilles. On n'est jamais trop prudent. Bernard Lama, le gardien du PSG, dira clairement que certaines choses sont inacceptables dans un stade. Les autres préféreront cultiver le flou et l'ambiguïté face à leurs clients. On n'a quand même pas la stupidité de dire que tout va bien. C'est un travail permanent, il faut avoir une présence constante, il faut être à l'écoute, parce que c'est vrai qu'à tout moment, pour tout problème, pour tout aspect extérieur, bon, il peut avoir un problème, bon, quelque chose peut éclater pour une raison inconnue. Donc il faut être vigilant, et la présence est importante. Moi, je demande à être jugé sur les faits. Les faits, pour l'instant, sont difficiles pour nous. Voilà. On veut améliorer ça. On fera tout ce qu'on peut pour améliorer ça. Nos moyens, nos clubs sont limités, comme vous le savez. Il y avait donc des décisions politiques à prendre qui ont été prises. Il y a des applications à faire maintenant. Et nous, on marche dans ce sens-là. Un club de football, en France, en Europe, on l'a vu par le passé, je crois a un rôle éducatif et pédagogique très important. Et je crois que quelque part, bon, même ceux qui sont passionnés de football et qui viennent ici et qui parfois, je dirais, chahutent, méritent qu'on s'attarde dessus. Nous supporters, on est toujours là. Sur le terrain, nous n'aurons vu en réalité qu'un seul dirigeant, Jean-François Domergue. En fait, pour tenter de régler les problèmes, le PSG s'est contenté d'embaucher Fabien Guillaumard. Salaire, 8 000 francs, 500 fois moins que l'avant-centre de l'équipe. Avantage, il connaît bien la tribune pour l'avoir fréquentée de nombreuses années en tant que skinhead. Mais faisons comme les dirigeants du PSG, du passé faisons table rase et jugeons le présent. Par exemple, que pense-t-il de l'interdiction de fête des gens de couleur à Boulogne? Donc maintenant que vous êtes au courant, vous en pensez quoi? Ah ben j'en pense rien, je vais demander pourquoi pourquoi on a des choses pareilles. Je pense rien. Parce que ça vous paraît anormal? Écoutez, moi... Ça vous paraît pas anormal? Comment ça? Qu'on puisse refuser l'entrée... Refuser l'entrée, je pense pas qu'il y ait une entrée qui a été refusée. Non, mais qu'on puisse conseiller de ne pas rentrer dans cette tribune. Je sais pas, moi, on vous conseille bien sur une marque de voiture. Donc bon, si les gens ont fait ça, c'est peut-être par souci de sécurité au niveau de l'intégrité des gens et de leur sécurité à l'intérieur de la tribune. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une tribune qui se revendique comme étant blanche, nationaliste ou pas du tout? Hein? Comme dans leur spectacle, les Marseillais sont montés à Paris. Mais la réalité a contredit la fiction. Ils n'ont pas enflammé le parc, avec ou sans billets, la plupart sont restés dehors. Comme solution au problème de sécurité, le PSG et les instances du football n'avaient trouvé que l'exclusion. Une solution à court terme qui ne les a pas empêchés de trembler.
Ce soir-là, le stade offrait encore un peu plus une belle surface de provocation. La provocation fait partie de leur rituel. Défier l'adversaire sur ses terres, leur plaisir et leur gloire. Ce jour d'octobre dernier, transformé en forteresse, le Parc des Princes accueille l'un des matchs les plus redoutés du championnat. Attention pour la rentrée des joueurs, là maintenant moniteur de reçu. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Pour Marseille, score 1-0. À l'intérieur du stade, les supporters des deux camps sont surveillés sans relâche depuis un PC sécurité en ébullition. Véritable tour de contrôle. Oui, attention pour moniteur 3, nous avons rentré les... Police, justice et responsables de la sécurité des deux clubs y décryptent la vie des tribunes. On y commande les caméras de surveillance. On y décide de l'intervention des forces de l'ordre. Victor, vous arrêtez, Chevelot. Ouais, Verlaine, vous allez intervenir, Verlaine. Intervention moniteur steward. Non, mais il faut le prendre. Allez, moniteur 3, vous me chopez ce type-là qui donne des coups de pied. Les gars qui sont sur le tour, vous les Ouais, chopez. l'intervention de Verlaine, donc au niveau de la tribune de Boulogne. Oui, écoutez, bloquez pas la fréquence, vers TI 310, TI 310. Verlaine de... Et il faut le piquer, le mec. Ça y est. C'est bon. Voilà, comme ça il faut faire, bien sûr. Allez, c'est bon. effectivement, très bien. Ouais, j'ai bien joué, Verlaine, C'est c'est bon. parfait. Non, mais ça va remonter, ça. Après le match, l'attention de la police ne se relâche pas. Pour séparer les deux flots de supporters, il aura fallu ce soir-là plus de 1000 policiers et gendarmes. On va même jusqu'à raccompagner les Marseillais à leur bus. Dans le même temps, les Parisiens sont chassés des alentours du stade. Ces scènes d'état de siège sont encore d'actualité dans la plupart des pays d'Europe. En dépit d'un dispositif policier et d'un arsenal judiciaire impressionnant, la violence, l'intolérance et le racisme polluent toujours le monde du football. Conférence de presse au Paris Saint-Germain. De tous les clubs touchés par le hooliganisme, il est en France celui qui a le plus lutté pour s'en débarrasser. Pourtant, ce 8 décembre dernier, le PSG se retrouve à nouveau sur le banc des accusés. Quelques semaines plus tôt, SOS Racisme a fait constater par huissier que l'un de ses militants, Mamadou Gaye, s'était vu refuser l'accès à une tribune du Parc des Princes à cause de sa couleur de peau. SOS Racisme a alors porté plainte contre le PSG pour discrimination raciale. Évidemment, il nous est jamais venu à l'idée de dire que la direction du Paris Saint-Germain ou quiconque dans cette direction avait une logique d'apartheid dans sa tête en tant que telle et portait des valeurs racistes. C'était pas ça notre problème. Mais on avait bien compris que quelque part, c'était une sorte de première victoire qu'avaient conquis ces groupuscules d'extrême droite, puisque, comme je l'ai dit, ils avaient fait un nettoyage ethnique et que finalement, devant un rapport de force physique quasiment imposé à tout le monde, on avait exclu les beurs, les blacks et tout ce qui pouvait apparaître comme un peu différent de cette tribune. Condamné à réagir, le club décide de s'attaquer à la tribune en question, dénommée R1. Au prochain match. Qu'est-ce qui se passe dans la tribune R1 ? Il y a 900 à 1000 places, il y a des abonnés, il y a 700 abonnés, et puis il y a environ 200 personnes avec des billets qui sont vendus à l'unité, et des billets qui manifestement ne sont vendus qu'à des gens qui répondent à un certain nombre de critères qui sont des critères d'appartenance à la race blanche, etc., etc. Donc, première mesure, il va être mis un terme à la vente au détail de ces billets. Il n'y aura plus dans la tribune R1 que des abonnés. La présence de supporters racistes et violents est un problème récurrent au PSG. Depuis les années 80, c'est dans la tribune Boulogne au Parc des Princes que se retrouvent les supporters les plus fervents du club, mais aussi les plus dangereux.
En 1993, lorsque ces images ont été tournées, une véritable marée humaine saluait chaque but parisien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour donner de ses supporters une image plus présentable, le Paris Saint-Germain a favorisé la création d'associations concurrentes de l'autre côté du terrain. Puis, pour diviser à nouveau la tribune Boulogne, le club a fait installer une grille entre les deux parties de la tribune basse. À gauche, le secteur R1. C'est ici que sont rassemblés, encore aujourd'hui, les nostalgiques de l'époque où la tribune Boulogne était le repère des militants d'extrême droite. Au fil des années, ce secteur est resté une zone de non-droit, la dernière du stade. Cette fois-ci, le club a décidé d'en finir. Un petit point sur les éléments objectifs qui sont actuellement en notre... Pour mesurer l'impact de la décision prise par le PSG, nous avons suivi ceux qui connaissent le mieux ses supporters, les hommes du commissaire Carratero. On n'aura pas, je pense... C'est quand même le premier match de reprise du championnat. Il faudra être attentif sur la composition notamment de la tribune R1, de savoir un petit peu si elle a évolué par rapport au projet de réforme du PSG ou si ça reste globalement stable. Ces policiers des renseignements généraux parisiens forment la seule unité de police en France chargée exclusivement de la surveillance des supporters. Ce soir, Paris reçoit Lyon. Avant le match, chacun ses habitudes. Autour du stade, il faut repérer les supporters à risque. Ce policier les connaît tous. Il a rejoint cette unité en 1993, au moment de sa création. Nous l'avons suivi, souvent en caméra cachée à sa demande, pour ne pas perturber son travail. Devant un bar, il repère un groupe. Ces messieurs vont bien? Ah bah tiens, c'est encore à la police. Un petit mot, histoire de montrer qu'il est là. Mais ceux-là sont ivres. Il n'apprendra rien. Ce patient travail de contact au jour le jour lui a permis de connaître la personnalité de ses supporters. On fait les assistantes sociales avec toi le plus souvent. C'est pas vrai? Parfois, en échange d'une information, les RG peuvent même se montrer compréhensifs à leur égard. Qu'est-ce que tu veux dire là? Vas-y, dis-moi. Quoi? On ne sauve pas souvent la mise à toi? Il vient d'apprendre que les supporters d'extrême droite se sont rassemblés dans ce bar, près du stade. L'arrivée d'un policier ne semble pas les gêner. Ils vont même chanter un chant nazi en sa présence. Les RG surveillent également l'entrée du stade. Surprise, à l'heure du match, ils se rendent compte que personne ou presque n'est refoulé de la tribune R1. Cela voudrait donc dire que des supporters à risque ont réussi à se procurer des abonnements pour la saison. Confirmation auprès d'un policier. Et parmi eux, il y avait donc des gens qui n'avaient pas au préalable d'abonnement. On peut le penser. Ça vous surprend? Pour le moment, non. Ça veut dire qu'ils se sont procurés ces abonnements récemment alors? Tout à fait, enfin on peut en déduire, on peut le déduire pour le moment. Ça veut dire donc que dans cette tribune se retrouveront à nouveau les supporters à risque que le club voulait exclure de cette tribune. On peut le penser. Nous sommes entrés dans la tribune en question, là où le militant d'SOS Racisme s'était fait refouler par un membre du service d'ordre du PSG pour sa propre sécurité. Les habitués sont là, les supporters d'extrême droite également. Tous possèdent bien des abonnements. S'il veut se débarrasser d'eux, le club devra donc les empêcher de se procurer ces laissez-passer annuels. Mais en a-t-il le droit? Jean-François Domergue, le responsable de la sécurité du PSG, doit trouver la solution de ce casse-tête. À partir du moment où un supporter, même à risque, n'a pas été condamné par la justice, vous pouvez l'empêcher de s'abonner au club. Ça, c'est une bonne question, à la mesure où juridiquement, il faut donc étudier toutes ces possibilités. Il y a des gens qui sont donc supposés dits à risque, qui ne commettent aucune infraction par rapport à la loi à l'intérieur des stades. Donc le club est-il en mesure ou pas de pouvoir l'abonner? C'est-à-dire que pour la saison prochaine, il se pourrait que vous n'acceptiez plus d'abonner des supporters à risque, même s'ils n'ont pas commis le délit judiciaire. Vraisemblablement. Vraisemblablement, c'est extrêmement clair. Comment exclure les extrémistes des stades? D'un point de vue juridique, cela n'est pas si simple. Et est-ce qu'on a pris une photographie? Les soirs de match, Anne Vaugien a des yeux partout.
Premier substitut du procureur de la République de Paris, elle est chargée d'entamer des poursuites en cas d'infraction. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de venir sur un stade ou d'avoir un abonnement s'il n'a pas été condamné. C'est un citoyen comme les autres, et même si vous savez qu'en fait il est potentiellement dangereux, il est extrémiste, du moment que vous n'avez pas la preuve qu'il est fauteur de troubles individuellement et qu'il n'a pas été poursuivi et qu'il n'a pas été condamné, vous n'avez pas le moyen légal de lui retirer un abonnement. Ah ouais, lui il est déchiré complètement. Il est déchiré complètement. Pour établir cette preuve, les caméras de surveillance doivent prendre les fautifs sur le fait. Et parfois, elles arrivent trop tard. Là, celui-là. Il va falloir lui reprendre un voler. Illustration. Un supporter allume un fumigène, un acte passible d'1 an d'interdiction de stade. Et le deuxième, le fumigène, après, vous avez pris ou vous n'avez pas pris, vous n'avez pas pu? On a pris pas mal de fumigène, mais une fois allumé. Lorsque la caméra le repère, il masque son visage avec une écharpe. Impossible de l'identifier, il ne sera donc pas poursuivi. En réalité, ceux qui sont violents, ceux qui sont extrémistes, savent très bien où il y a une faille. Et dès qu'il y a une faille, eh bien, ils s'engouffrent dedans. À la mi-temps, des supporters lancent des toilettes en plastique dans la fosse qui les sépare du terrain. Avec les caméras de surveillance, les policiers du PC Sécurité ont repéré les coupables. Mais qui sont-ils? Pour les identifier, on appelle un policier des renseignements généraux. Voilà la casquette, là, le gars la casquette, c'est lui, c'est lui. Voilà, c'est lui. On zoome dessus. C'est Mathieu. Ouais, c'est Mathieu. Lui, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Et lui, il a fait quoi? Lui, il a lancé la cabine. Ça, c'est qui a fait rouler la cabine. Photos, caméras, policiers, magistrats, cela suffira-t-il pour décourager les hooligans? Quelques jours après PSG Lyon, nous avons rencontré 2 habitués de la tribune R1. Ce ne sont pas des marginaux, ils ne témoigneront qu'à visage caché. L'un d'eux se prétend même ingénieur, mais leur discours est hallucinant. Ici au Parc des Princes, la tribune R1, c'est une tribune blanche. Tribune nationaliste, oui. Ça ne vous gêne pas que des personnes de couleur ne puissent pas rentrer? Bah, disons que depuis que je fréquente le COP de Boulogne, ça a toujours été comme ça. Je ne suis pas choqué. C'est plus une habitude. C'est une habitude, mais vous en pensez quoi sur le fond? Entre nous, on n'en parle pas. On estime que le Parc des Princes est suffisamment grand pour que chacun puisse y accéder. La tribune R1 ne représente qu'un pourcentage minime des places. Et bon, bah, on est entre nous. À l'instar des cités, moi je n'irai pas dans une cité de l'Île-de-France. Et pour beaucoup, bah, ils n'ont pas à venir ici, c'est un peu notre territoire en fait. Si jamais le club du Paris Saint-Germain décide de modifier sa politique d'abonnement et de faire venir des gens de couleur en tribune R1, vous pensez qu'il va y avoir des problèmes dans cette tribune? Bah, écoutez, à partir du moment où le club laisse entrer ces personnes-là, mais laisse également rentrer les personnes qui étaient avant, oui, je suis persuadé qu'il y aura des problèmes. Si maintenant le club se met à instaurer une discrimination au niveau des vrais supporters, ceux qui sont là depuis 10 ans, comme moi, effectivement, il n'y aura pas de problème, ça c'est sûr. Mais ce qui les motive le plus, c'est la violence. Une violence calculée. Vous avez une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui chargent coude à coude, vous avez une fierté, vous vous battez pour vos couleurs, il n'y a plus rien qui vous arrête. Hein. C'est coûte que coûte, il va falloir repousser cet adversaire, le faire courir, lui faire peur pour qu'il se souvienne que à tel endroit, à telle date, bon, il a couru, il a eu peur et que la prochaine fois, il ne reviendra pas de la même manière. Présents au Parc des Princes, ils suivent également le PSG à l'extérieur. Tous deux ont réussi à se procurer des billets pour le déplacement à Marseille. L'heure d'arrivée de ce train a été tenue secrète. C'est pas parce qu'on est à Marseille qu'on est en vacances, hein. Le lieu également. Nous sommes dans une petite gare d'un quartier de Marseille, la Blancarde. À l'intérieur du train, 600 supporters parisiens, dont une quarantaine fichés comme dangereux. Le comité d'accueil, un dispositif policier impressionnant. En première ligne, les renseignements généraux parisiens scrutent tous les visages. Déjà, ça permet de savoir si parmi ceux qui sont dans le train, il n'y a pas d'interdit de stade. Logiquement, on est là pour prévoir ce qui va se passer au niveau des supporters parisiens. Donc on essaye de prévoir au maximum. Oh putain, on dirait une star. Si t'avais star de télé, alors c'est pas sérieux.
Monsieur Mamoutor, on va dire. Ça sera plus simple. Je ne veux pas revoir le drapeau de Bordeaux. Parce que sinon, c'est interdit. Okay. Lors du dernier déplacement à Bordeaux, ce supporter avait montré un drapeau à croix celtique. Ouais. Comme aucune procédure judiciaire n'est en cours, il peut repartir avec les autres. Mais il n'ira pas loin. Le quartier de la Gare est bouclé. Pour brouiller les pistes et éviter tout affrontement avec les Marseillais, la police a même fait circuler de fausses informations dans les journaux. On pouvait y lire le matin du match que le train des Parisiens arriverait dans la gare centrale de Marseille. En fait, ils sont ici, à l'insu de tous. À la sortie de la gare, des bus les attendent. Les supporters parisiens ne verront pas Marseille. Aucune possibilité de s'échapper. La police encadre le convoi. Leur destination, ce n'est pas le stade, mais un hangar à proximité. Ils y seront fouillés 2 fois, écharpes et drapeaux compris. Parqués dans cet espace clos, ils vont devoir patienter 2 heures avant la délivrance. Impossible d'aller se battre, ils le savent. S'ils se précipitent sur les filets de protection, c'est pour impressionner l'adversaire. La bataille se déroulera donc à distance. C'est alors un déluge de projectiles divers, boulons, pièces de monnaie aiguisées, batteries de téléphones portables, fumigènes ayant échappé à la fouille. Et toujours la provocation. Du côté parisien, drapeau autrichien et croix celtique. Projectile du côté marseillais, taillé pour blesser comme cette pièce de métal. Au sein de la tribune parisienne, chant raciste et salut nazi, la provocation suprême. Paradoxalement, ce jour-là, dans la tribune parisienne, diverses origines ethniques étaient représentées sans problème de cohabitation. En déplacement chez l'ennemi, on serre les coudes, on oublie ses différences. Nous avons suivi un policier DRG pendant tout le match, toujours en caméra cachée à sa demande. C'est en bas, près du terrain, que la situation est la plus intenable, les projectiles pleuvent. Bon, attends. Ouais, non, mais c'est vrai. Des piles. C'est Marseille, tu sais que Marseille, c'est Marseille, et c'est pas normal. C'est grave, quand même. Des piles de plomb. Et on se prend ça dans la gueule quand même, des piles de plomb. Ouais, non, mais attends. C'est dingue quand même. Alors, on dit que Paris c'est des cons, mais eux ils sont bien placés aussi. Ah ouais, non, attends, ils sont tous cons. Quelques secondes après cette discussion, le policier est blessé à la tête. Il doit quitter son poste et partir se faire soigner. La mi-temps arrive. Instant de répit? Pas du tout. Sous la tribune, près des buvettes, la bataille continue. Là, c'est une canette de bière. À la fin du match, excédés d'avoir servi de cible, les supporters parisiens viennent demander des comptes aux policiers DRG. Pour désamorcer la tension, il faut dialoguer. Ce n'est pas que ce qui met encore plus la haine, c'est que ces PD ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et nous, pour des trucs de rien, et ben il y a tout qui nous tombe dessus. Et nous on en a marre. Comme ça. La justice, et ben elle est là. Mais attends. Non, toi, alors t'as commencé la discussion en me disant que je ne faisais pas mon boulot correctement. Et non. Attends, pourquoi?
Parce que j'empêche les Parisiens de faire des conneries. Si, c'est ça. Le jour où toi, tu auras un gosse et ton gosse il sera brûlé par un fumigène, tu viendras pleurer en disant c'est dangereux. Le jour où la loi sera respectée de toutes les façons, de la même façon, partout, là, ça sera réglé. Le temps que ça sera respecté qu'à Paris, ça ne sera jamais réglé. Et ça, vous savez quoi, je réponds, ça risque de se dégrader encore plus à Paris. Et ça, c'est ce qui est gros. Parce que plus ça passe, plus ça se dégrade, et un jour, ça va éclater, ça va faire très mal. Et vous savez aussi bien que ça va faire très très mal ce jour. Tous les Marseillais sont partis. Les Parisiens sont encore là, coincés dans la tribune. Ils vont devoir attendre près de 2 heures avant de pouvoir sortir. Aujourd'hui, les supporters parisiens sont les plus surveillés de France. Ils le vivent comme une injustice. Le dispositif policier lui a fonctionné. Ils n'ont rien cassé, ils ne se sont pas battus. Mais à quel prix ? Contenue tant bien que mal à l'intérieur des stades, la violence des hooligans s'est déplacée à l'extérieur. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus à Rotterdam, aux Pays-Bas, la ville d'Europe qui connaît actuellement les plus gros problèmes de violence autour du football. Voici le stade du Feyenoord Rotterdam. Pour que les supporters des équipes adverses ne soient jamais en contact avec ceux de Feyenoord, on a construit un pont métallique entièrement couvert. Il relie la gare aux tribunes réservées aux visiteurs. À l'intérieur du stade, la ferveur du public ressemble à tant d'autres en Europe. Lors du match de championnat auquel nous avons assisté, le dispositif policier n'était pas plus impressionnant qu'ailleurs. Il n'y a pas eu un seul incident. Car les hooligans n'ont plus accès au stade de Feyenoord. Près de 400 d'entre eux sont aujourd'hui interdits de stade par la justice hollandaise, 10 fois plus qu'au Paris Saint-Germain. Alors, ils se défoulent dehors, dès qu'ils le peuvent. Le 25 avril 1999, les joueurs de Feyenoord fêtent leur titre de champion des Pays-Bas. La place de l'hôtel de ville est en liesse. Mais au bout de quelques minutes, tout dégénère. Les hooligans sont là. L'émeute va durer plusieurs heures. L'attitude de la police a été critiquée par la suite. Mal préparée, elle n'aurait pas prévu un tel déferlement. Une centaine de personnes va être interpellées. Parmi elles, très peu de hooligans fichés par la police. Edward van der Thor était présent ce jour-là. Par la suite, cet universitaire spécialiste des troubles de l'ordre public a été chargé d'enquêter sur les causes de cette flambée de violence. Beaucoup de jeunes étaient ivres. Et vous voyez, il y a beaucoup d'endroits dans le centre-ville où on peut trouver des drogues dures. Je connais cet endroit et j'ai vu ce jour-là, on vendait des drogues dures. De l'ecstasy, des amphétamines et aussi de la cocaïne. J'ai parlé à plusieurs hooligans de ces émeutes et ils disent « Si je me conduis mal dans un stade, quelques jours plus tard la police vient m'arrêter. Simplement parce que j'ai été filmé. Il faudrait que je sois stupide pour me battre dans un stade. Et comme je ne suis pas stupide, je ne le fais plus. » On se rend compte que les hooligans causent beaucoup plus de problèmes dans les discothèques ou dans les soirées privées. Pour eux, c'est beaucoup moins risqué de se battre dans une soirée que dans le stade de Feyenoord. Mais il y a plus grave. La mort au bout de l'affrontement. En mars 1997, au bord de cette autoroute, près de 500 supporters de Feyenoord et de l'Ajax d'Amsterdam se donnent rendez-vous pour se battre. La police arrivera trop tard. Un supporter de l'Ajax y laissera la vie. À cette époque, Johan Damstert commandait déjà l'unité de lutte contre le hooliganisme de Rotterdam. Nous le savions, nous avions prévenu les autorités. Bien sûr, nous ne connaissions pas l'endroit exact de l'affrontement, mais nous connaissions la zone. Ce sont eux qui ont choisi l'endroit pour se battre. Ils se sont appelés avec un téléphone portable et les supporters de l'Ajax ont dit « Nous sommes à tel endroit, arrêtez-vous ». Et ils se sont tous arrêtés sur l'autoroute. C'est le grand plaisir de ces types-là. Ils se téléphonent, ils se parlent, et ils se consultent eux-mêmes pour trouver un endroit où se battre.
Comme c'est devenu plus difficile dans un stade, maintenant ils se donnent rendez-vous à l'extérieur. Comme tant d'autres, les hooligans de Feyenoord aiment laisser sur Internet des traces de leurs sinistres exploits. On y retrouve des photos des affrontements l'année dernière sur la place de la mairie. D'autres, prises aux abords du stade, comme ce jour de 1994, où des policiers ont dû sortir leurs armes pour sauver leur vie. D'autres encore racontent ces rendez-vous pris par téléphone portable sur les aires d'autoroute. Toutes sont signées de 3 lettres, SCF. Ça, c'est le signe des hooligans de Rotterdam. Tout le monde a le droit de porter ça? Non, seulement les vrais. Que faut-il faire pour avoir ce tatouage? Être un hooligan, c'est le problème. Non, c'est pas un problème, c'est une règle. Pour l'instant, ils ne sont qu'une vingtaine à profiter du soleil romain. Officiellement, ils ne devraient pas être là. Le club de Feyenoord interdit à tous ses supporters de se déplacer à l'étranger pour suivre leur équipe, par crainte des incidents qu'ils pourraient provoquer. Dans ce groupe, certains sont interdits de stade et ne voudront pas être filmés. Parmi eux, nous avons retrouvé l'un des hooligans ayant participé au meurtre du supporter de l'Ajax en 1997. Vous ne verrez que ses tatouages, pas d'interview, il veut rester discret. Après 7 mois de prison, il a écopé de 4 ans d'interdiction de stade. Pourtant, ce 29 février, il est venu voir jouer Feyenoord contre la Lazio de Rome. Avec lui, d'autres supporters qui se disent pacifiques. On veut juste voir jouer l'équipe. Notre président refuse que l'on soit là, mais nous voulons juste voir jouer l'équipe, c'est tout. Vous pensez qu'il va y avoir des problèmes ce soir? Non, c'est une fête. Tout le monde s'amuse, on boit des bières. On se battra pas. On veut supporter notre équipe, pas la casser. Et vous pensez que le club veut se débarrasser de certains supporters? Oui, c'est ce qu'il fait. Plusieurs d'entre nous sont interdits de stade pour des années, mais ça ne marche pas. Mieux vaut parler et ne pas nous mettre la pression. Devant le stade, les supporters hollandais sont maintenant plusieurs centaines. La police perplexe ne les attendait pas. Par chance, au moment de leur arrivée, ils ne croiseront aucun supporter de la Lazio. Tous se sont procurés des billets pour le match, achetés au guichet du stade. Vous ne pouvez pas bannir un supporter de Feyenoord, la banderole est sans détour. Dans les tribunes, avec sa casquette noire, le supporter ayant participé au meurtre de 1997 est là, assis. Il a franchi tous les barrages, aucun contrôle d'identité. Mais dans cette foule, tous ne sont pas dangereux. La plupart de ces supporters ne sont venus que pour ces explosions de joie qui vont accompagner la victoire de leur équipe. Dans la tribune qui fait face, on n'entend pas les supporters romains. Pas seulement parce qu'ils ont perdu, en fait, ils ont boudé le match. Eux aussi ont des problèmes avec la police. Quelques semaines plus tôt, ils ont fait scandale en Italie. À cause de cette banderole, honneur au tigre Arkan. Arkan, chef de guerre ultranationaliste serbe, vient de mourir assassiné. Mais son souvenir restera lié au massacre perpétré par ces hommes, les tigres, en Croatie et en Bosnie. Arkan, poursuivi pour crimes de guerre contre l'humanité, est donc le héros de certains supporters de la Lazio de Rome. À voir leur tribune, on comprend pourquoi. Croix celtique, portrait de Mussolini, toute la symbolique de l'extrême droite. Une telle provocation était prévisible. Plusieurs mois auparavant, la presse italienne avait dénoncé la stratégie de l'extrême droite dans le football.
Sous cette forme-là, il s'agit d'un phénomène romain. À Rome se sont reformés récemment plusieurs groupes d'extrême droite. L'un d'entre eux s'appelle Force Nouvelle. Ce courant politique est toujours resté actif au fil des années. Dans le même temps, certains groupes de supporters, alliés à ces forces de droite, se sont emparés des tribunes du stade. En partie pour y faire de la propagande politique, en partie pour conquérir un espace du territoire urbain. Nous avons assisté au premier match de la Lazio à Rome après ce scandale. À l'entrée du virage nord, le fief des supporters extrémistes, les mesures de sécurité sont draconiennes. On est passé du laxisme total à une fouille des plus minutieuses, y compris les chaussettes et la chaîne autour du cou. Tout cela pour éviter qu'un nouveau symbole d'extrême droite ne soit exhibé. Les supporters, eux, n'en reviennent pas. Ils m'ont piqué mon journal. C'est hallucinant. Mais vous avez le droit de me prendre mon journal? Voyons. Vous pouvez me répondre, non? Ce sont les instructions. Mais mon journal, qu'est-ce que ça peut faire? Je vais tuer quelqu'un avec? C'est comme ça. C'est vraiment une connerie. C'est une connerie. À l'intérieur de la tribune, 500 carabiniers ont pris place, prêts à réprimer la moindre protestation. Car les autorités veulent se montrer fermes. À la moindre banderole raciste, le match sera arrêté. Puisqu'ils ne peuvent provoquer par une banderole, ils vont le faire par la voix. Dès qu'un joueur noir de l'équipe adverse touche la balle, les supporters de la Lazio imitent des cris de singe. Nous sommes allés en caméra cachée au cœur de cette tribune. Voilà ce que cela donne. Et le club, comment réagit-il? Plutôt que de culpabiliser les supporters extrémistes, la Lazio souhaiterait leur confier le service d'ordre de la tribune pour, paraît-il, les responsabiliser et les insérer socialement. Ce qui est beau dans le football, c'est d'entendre les chants de ses supporters. Nous pensons être arrivés à un moment où il faut se rapprocher d'eux. Je le répète, pour moi, c'est uniquement un problème d'éducation et un problème social. Si j'arrive à comprendre les exigences de cette tribune, les difficultés que rencontrent ces garçons-là, si j'arrive à leur donner un but, là, j'ai gagné la bataille. En fait, cette proposition émane d'un député d'un parti de la droite italienne, Alliance Nationale. C'est un projet plutôt curieux. C'est comme si on laissait les voleurs faire la police. Mais ce n'est pas seulement un phénomène politique. Et c'est là son aspect le plus ambigu. Parce que derrière tout cela, il y a des intérêts économiques. On assiste à la tentative de la part de ces gens-là de s'emparer des tribunes, de s'emparer en fait de toutes les affaires qui sont générées par ces tribunes. Les maillots à leurs couleurs, les voyages, tout ce type de merchandising. Ils veulent devenir des interlocuteurs privilégiés du club sous tous ses aspects. En fait, le club ne peut pas sortir un CD-ROM, faire un disque, s'il n'a pas obtenu l'aval implicite ou explicite des tribunes. Un poids économique qui fait de ses supporters de véritables groupes de pression qui n'hésitent pas à utiliser la violence pour arriver à leur fin. Ce phénomène existe aussi en France, à Marseille. Retour au stade Vélodrome pour un match houleux, OM Lens. C'est sous les sifflets et la peur au ventre que les joueurs de l'OM entrent sur le terrain ce soir de décembre dernier. Ici, heureusement, aucun parti extrémiste ne manipule les tribunes. Mais lorsque l'OM aligne les défaites et fait honte à son public, il sait se faire entendre. Une banderole est même insultante. Personne n'osera aller la retirer. Le gardien marseillais est bombardé de fumigène par ses propres supporters. Marseille va perdre ce match. Furieux, certains supporters tentent d'envahir le terrain et exigent que la direction de leur club revende des joueurs
et en achètent d'autres. À la fin de la partie, leur message va être reçu 5 sur 5. On est entre 4 et 6 joueurs qui vont bouger, donc on va remettre, restructurer un peu l'équipe, c'est-à-dire mettre des joueurs aguerris. Qu'ils soient déçus, on est tous déçus. Les joueurs, nous les premiers dirigeants, on est déçus. Mais c'est pas en continuant à avoir un climat aussi hostile qu'on va pouvoir redresser la barre. Quelle est la nature de la violence qui s'est déchaînée ce soir-là? Est-ce là aussi du hooliganisme? Ici, tout le monde parle de cette rencontre sous haute pression. Nous avons retrouvé des supporters de l'OM le jour du match contre le PSG. Ils vont faire oublier cette saison médiocre parce que les supporters ne pardonneraient pas à leur équipe. Ici, ce sont de véritables groupes organisés. Ils ont leurs locaux, leurs leaders, des produits dérivés, d'énormes moyens de pression. Nous sommes chez les Soft Winners, l'un des groupes les plus actifs. Ils comptent plus de 5000 membres. Depuis plusieurs jours déjà, tous préparent le spectacle qui animera leur tribune. Nous, on ne recherche pas la violence, quoi. Nous, c'est avant tout, c'est supporter le OM partout et n'importe où et toujours. Et ensuite réaliser des animations, et ensuite structurer tout ça, créer aussi un côté social, quoi, tu vois. Le siège, on fait des soirées, on organise des lotos, on aide des jeunes, les jeunes au lieu de traîner, ben, ils viennent faire les confettis, ils viennent faire des drapeaux, ils viennent installer les banderoles à 2 heures au stade, tu vois. Alors que bon, qu'un Parisien, ben, il va penser, il va calculer, il va nous appeler toute la journée, ouais, je te donne rendez-vous là, je veux te faire ci, je veux faire là. Ça arrive, ça? Ouais, bon, tu vas écouter, là, hein. Ça s'arrête pas d'appeler, hein. Tous les soirs ils appellent, voilà. Bon, nous, c'est pas notre but, quoi, tu vois ce que je veux dire. Nous, on n'est pas là pour organiser des bastons, quoi. Bon, on vient nous chercher, on ne se laisse pas faire non plus, quand même, tu vois, on est des hommes, mais ça nous intéresse pas, tout ça. Mais le supporter marseillais a parfois la mémoire sélective. En mai 1999, à Paris, les fans de l'OM ont saccagé les 7 bus de la RATP mis à leur disposition. Les dégâts sont estimés à 5 millions de francs. La RATP a dû porter plainte contre X. Ah, mais la petite, elle va là. À Marseille, le stade Vélodrome est leur territoire. Les jours de match, ils s'y retrouvent en début d'après-midi pour habiller cet espace de béton. Ici, on les fait en dernier. C'est un scotch spécial que j'ai pour que ça colle sur les marches, l'escalier. Chaque groupe a son petit coin, comme en haut les Fanatiques, Dodgers, MTP, Yankee en bas. Et ils font tous un spectacle à part. Pour faire partie de cet univers, il faut obligatoirement s'adresser à ces associations. Elles distribuent tous les abonnements des tribunes nord et sud, soit 28 000 places. Chaque supporter doit leur verser 100 francs, en plus de son abonnement, qui serviront à couvrir leurs frais de fonctionnement. Un monopole hérité de l'ère tapis, qui échappe à la direction du club. Ben c'est sûr qu'ils veulent nous retirer ça, quoi, hein, parce que quelque part, bon, quand tu fais 5500 abonnés, tu représentes une association, un groupement de 5500, tu vois, c'est quelque part une forme de lobby, quoi. Hein. Donc c'est sûr que tu les inquiètes, et quelque part, nous, c'est normal qu'on gère ça, c'est notre zone, on l'anime toute la saison, on l'anime depuis des dizaines d'années. Je dirais qu'on est un mal nécessaire, quoi, c'est comme les syndicats, il en faut. Et nous, quelque part, on a été amené à jouer un petit peu un rôle de syndicat, c'est-à-dire que quand on se rend compte que ça ne va pas dans le club, qu'il y a des décisions qui sont prises ou des orientations qui sont prises ou qui vont être prises et qui ne vont pas dans l'intérêt du club, ben nous à ce moment-là, on crie, quoi, hein, je veux dire, on crie et on s'exprime. Comment dialoguer avec les supporters sans donner l'impression de céder à leurs revendications? L'Olympique de Marseille a chargé Éric Dimeco, ancien joueur, de cette délicate mission. Ici à Marseille, on ne peut pas faire ce qui s'est fait ailleurs, couper les ponts carrément avec les supporters, c'est impossible. Je pense très franchement que les présidents et de clubs de supporters sont des personnes responsables et sensées, mais je vous l'ai dit, il y a toujours autour d'un noyau responsable et sensé des électrons libres qui peuvent déclencher ce qu'on a vu avant la trêve, et ça peut encore se reproduire, hein. Je ne dis pas que ça ne se reproduira pas, mais il faut le savoir, et il y aura peut-être des coups à gérer comme ça, mais il faut le faire avec diplomatie. Allez, OM, allez,
Avant le match contre le PSG, Lionel Tonini fait monter la pression. Figure emblématique de l'OM, le leader des Yankees fait son grand retour sur scène. L'année dernière, il a été condamné à 6 mois d'interdiction de stade pour incitation verbale à la violence. Il a été défendu gratuitement par l'avocat de l'Olympique de Marseille. Car voilà, Lionel Tonini est à la tête d'un groupe de 5000 supporters qui donnent de la voix, pour le meilleur et pour le pire. Comment se montrer ferme face à la violence sans se priver du soutien des supporters? Les clubs sont souvent pris entre deux feux. Les moyens dont dispose la justice sont-ils suffisants? La lutte menée ces dernières années a rendu les stades plus sûrs. Mais le hooliganisme a su s'adapter et continue de défier le pouvoir. La violence dans le football ne doit pourtant pas faire oublier ces spectacles qui accompagnent les matchs, reflet d'une passion sincère. Ils illustrent l'engagement de milliers de supporters à travers l'Europe. Mais l'attitude d'une minorité d'extrémistes fait encore peser sur ce sport un climat de tension. La violence est-elle une fatalité dans le football? Philippe Visseriaz, bonsoir. Bonsoir. Alors première question, comment avez-vous réussi à pénétrer dans ce milieu? Alors c'est vrai qu'il est parfois difficile d'aller à la rencontre comme cela des supporters les plus violents. Tout d'abord parce qu'ils veulent rester extrêmement discrets et ils ont tout à perdre à se montrer à la télévision. Alors contrairement à l'image traditionnelle et caricaturale, j'allais dire, que l'on a des supporters de football et des hooligans, les gens que j'ai rencontrés ne sont pas des marginaux. Ce sont des gens qui sont intégrés socialement, qui ont un travail, qui ont une famille, qui ont fait des études, parfois même des études supérieures, qui connaissent les lois et qu'ils savent qu'ils ont tout à perdre à être identifiés. Parfois, leur famille ne sait même pas qu'ils sont supporters de football ou leur environnement professionnel. Alors, est-ce que c'est un milieu bien organisé et surtout, combien sont-ils? Est-ce qu'on le sait, ça? Alors, ils sont plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers à travers l'Europe. Un chiffre précis est un peu difficile à établir parce qu'il évolue. Alors, tous les pays ne sont pas touchés de la même manière par le phénomène. La France est, par exemple, moins touchée que l'Angleterre, que la Belgique, que la Hollande, que l'Allemagne ou que l'Italie. Malgré tout, pour prendre un exemple, l'exemple du Paris Saint-Germain que l'on a vu dans le reportage, la police estime qu'entre 250 et 300 supporters au Paris Saint-Germain sont des hooligans, donc des meneurs, des gens qui peuvent déclencher des émeutes. Mais bien sûr, derrière eux, il y a plusieurs autres centaines de supporters qui peuvent suivre et qui sont des gens un peu plus malléables, j'allais dire. Alors Philippe, vous qui êtes un spécialiste de ce genre de milieu, je voudrais qu'on revienne aux joueurs, des supporters aux joueurs. Quel signal les joueurs du match Monaco-Marseille ont donné aux supporters la semaine dernière? Alors c'est vrai que la semaine dernière à Marseille... C'est terrible, non? C'est vrai que c'est difficile, en tout cas, après, d'aller voir les supporters et de leur dire vous devez bien vous comporter dans un stade, vous ne devez pas vous battre, vous ne devez pas allumer de fumigène, et de voir que dans le même temps, les joueurs se battent sur le terrain ou aux abords. Je vais vous prendre un exemple. La semaine dernière, toujours, lors du match entre Saint-Etienne et Paris Saint-Germain, un supporter du Paris Saint-Germain a voulu envahir le terrain. Il est passé par-dessus la grille, il est arrivé sur le terrain, il s'est fait arrêter, et il a été condamné à 3 mois de prison ferme et à 5 ans d'interdiction de stade. C'est très dur, hein, comme... Voilà, c'est la législation. Le terrain, normalement, est un espace sacré sur lequel les supporters n'ont pas le droit de pénétrer. Et c'est difficile de dire ça à un supporter et de voir que dans le même temps, les joueurs, eux, profanent cet espace sacré qui est le terrain en se battant comme on l'a vu souvent. Alors le PSG, le Paris Saint-Germain, a décidé, lui, à sa façon, de lutter contre la violence. C'est intéressant et c'est la première fois, je crois. Voilà, on l'a vu dans le reportage, le Paris Saint-Germain a vraiment décidé de se débarrasser des supporters racistes qui sont toujours là, présents au Parc des Princes. Pour cela, il a besoin de l'appui des autres groupes de supporters du PSG. Et il faut donc les sensibiliser et les convaincre. Et le Paris Saint-Germain et SOS Racisme ont mis au point un clip qui a été présenté il y a quelques jours et qui va être diffusé au Parc des Princes avant chaque match du PSG à domicile. Et on va voir ce clip tout de suite.
Plutôt bien fait et courageux ce clip, hein? Oui, plutôt efficace. En tout cas, le message est simple et le PSG espère qu'il touchera les supporters. Alors Philippe, dernière question, que va-t-il se passer avant l'Euro 2000? Eh bien, vous savez que la Belgique et les Pays-Bas organisent les championnats d'Europe de football au mois de juin prochain, qu'ils ont peur de la violence. Tout d'abord parce qu'il y avait déjà eu la violence à la Coupe du Monde, d'autant plus que on a vu aussi il y a quelques jours 2 supporters anglais ont été tués en Turquie. Et pour cela, ils ont mis en place tout un dispositif policier qui permet de rétablir les contrôles aux frontières, ils vont se faire procurer la liste de tous les hooligans européens qui ne pourront pas rentrer normalement sur le territoire ou qui seront expulsés s'ils sont interpellés. Une collaboration policière, en tout cas au niveau européen, qui devrait normalement, espèrent les organisateurs, empêcher tout débordement empêcher et toute les violence. principaux débordements. Philippe